RCN. Le son de la différence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes bien sur RCN 90.7 dans l'émission Le son des bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée. Aujourd'hui, c'est dans une ambiance zen que nous co-animons cette émission avec Olivier. Konnichiwa Olivier. Konnichiwa Anne-Marie. Alors, une émission spéciale aujourd'hui, mais elles le sont toutes. Et cette fois-ci, c'est sur le manga. Autour de la table, nous avons le meilleur des chroniqueurs de l'émission. Oui, c'est ça. Ah. Exactement. Francine. Nous avons Françoise qui nous attend dans les coulisses, Charles et Jean-Jacques, et bien sûr, à la technique, Jean-Luc. Oui, voilà, parce qu'il faut quand même signaler aux auditeurs, aux éditrices que c'est un peu particulier. On est en effectif réduit, donc il y a Francine qui est la meilleure. La meilleure, oui. Konnichiwa. Mais Konnichiwa, Francine. Mais nos amis viendront bien se sûr. relayer au fur et à mesure, Covid oblige. Bien sûr, tout à fait. Pas la Alors. meilleure, mais la première à passer. Ah. Je tiens à préciser. Ou alors The Last but not the least, comme on dit en américain. Exactement. Voilà. Ben moi, écoutez, sur cette émission spéciale manga, dans cette ambiance zen, je vais commencer la rubrique par un merci. Un merci à tous ceux qui ont contribué à populariser la culture manga et faire en sorte qu'aujourd'hui, la France est le deuxième pays au monde, le plus grand consommateur et lecteur de manga. C'est pas Derrière rien, le hein. Japon. C'est quand même pas rien, Ah ça. ouais. C'est quand même pas rien. Alors merci à Dorothée, Ariane, Jackie, Corbier, Patrick. Franchement, ce sont mes idoles, je crois. Ça me rappelle un peu l'émission sur les super-héros, hein, tu Oui, te avec rappelles Goldorak. avec Goldorak. Ah, Voilà, il est oui, reparti. Ah oui, merci. C'est vrai, il faut croire que ces personnes-là ont vraiment eu un beau rôle dans ces années-là. Donc merci à eux d'avoir osé ouvrir les portes de cet univers audiovisuel du soleil levant dans la fin des années 80, en proposant à la jeunesse de l'époque des séries devenues cultes comme Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Olive Autumn, et etc. C'était comment la chanson déjà De Goldorak. Goldorak. Alors Goldorak, écoutez l'émission c'est de parti. décembre. Oui, voilà, exactement. Sinon, je peux vous faire Au pays de Candy. Non, voilà. Bon, vous n'êtes pas, non Non. Vraiment. Pourtant, c'était joli, ça. Mais alors, merci aussi à la polémique politicienne de l'époque qui, au final, a contribué à développer l'audience de ces séries qualifiées à l'époque de magma, informe qui valorise la violence crue et la niaiserie sirupeuse. Merci aussi à tous ces pseudo-intellectuels de télé qui ont bâché de manière violente et sans fondement tous les albums et séries animées venant d'Asie en les qualifiant de trucs d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Et ça, c'est des choses réelles. Je vous conseille d'aller voir sur Internet, les chaînes YouTube, vous trouverez toutes ces choses-là. Et enfin, merci beaucoup à cette jeunesse de l'époque qui avait à peu près 10-15 ans, qui en ont un peu plus de 50 aujourd'hui. Ah ben tiens, un peu comme nous, c'est le hasard. Oui, Et c'est donc- bien, merci, tu nous rajeunis. Merci beaucoup. Ah ben plus de 50, comme ça, ça concerne beaucoup de gens. Et donc merci à toute cette jeunesse qui a su ne retenir que le message essentiel de ce qu'on leur mettait sous les yeux, à savoir la générosité, la justice, le respect, le dépassement de soi et bien sûr l'amour. Oui, parce que c'est bien cela qui est véhiculé dans les ouvrages manga. Au-delà de l'aspect rudimentaire et bon marché de l'objet lui-même, au-delà des scènes violentes et de baston que l'on peut voir dans certaines bandes dessinées pour les jeunes ados, au-delà des histoires d'amour, Routé et Jasmin dont raffole Jean-Jacques, je crois. Oui, c'est sûr. Le manga, c'est une vraie culture avec son histoire, son actualité et son futur. Et c'est cet univers passionnant que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Alors passons tout de suite, Anne-Marie, à l'origine et l'histoire du manga. Alors, le manga, c'est une célèbre bande dessinée japonaise. Le manga se présente sous la forme d'un roman illustré, avec un style graphique unique en son genre. Patrimoine artistique d'exception au Japon, remontons à ses origines. Disons que, à l'époque de Nara, en 710-794 à peu près, les emakimono préfigure de ce que Will Eisner appelait l'art séquentiel. Des œuvres sur des rouleaux qui associent des peintures et des textes calligraphiés.
Le récit d'une histoire se découvrait au fur et à mesure que se déroulait le rouleau. Voilà, la BD, le manga. Ensuite, L'art séquentiel que Charles n'arrête pas de mais- nous. Hein. Ouais, Charles est au top. Il est très art séquentiel. Ah oui. Alors après, en 1814, le célèbre peintre Osukai, connu également pour son œuvre La Grande Vague de Kanagawa, C'est utilisa... Osukai ou Okuzai? Okusai. Ah oui. J'ai inversé. Oh, c'est pas grave. J'inverse tout. Donc il utilisa pour la première fois le mot manga pour désigner ses carnets de croquis. Il avait choisi ce terme pour exprimer la notion de dessin pris sur le vif. Ces recueils d'illustrations qu'il nommait Okusai manga comprenaient des scènes de la vie quotidienne ainsi que des paysages, des éléments naturels, des représentations de la mythologie et des esprits japonais. Ces œuvres connurent un véritable succès au Japon comme à l'étranger. Mais que veut dire le mot manga, les amis? Vous le savez? Bande dessinée. Eh bien non. Eh non. Quoique. Quoique. Alors, manga, c'est un mot composé de 2 kanji. Mhm. Voilà. Alors, les kanji man, qui signifie divertissant, exagéré, et ga, qui se traduit par dessin ou image. Le nom peut donc se définir par esquisse rapide, dessin grotesque ou caricature. On en revient un peu à ce qui se fait chez nous aussi, hein, Oui, tout à Voilà. fait. Ouais. à notre histoire qu'on exactement. avait décrit. Ouais. En fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est un peu parallèle Il y a- tout ça. ouais, C'est un ouais, peu- ouais. Tout à fait. Mais avant que le manga représente réellement une bande dessinée, il a fallu encore un peu de temps. Un événement qui a beaucoup joué dans cette transformation, c'est l'ouverture du Japon au monde occidental. Jusqu'ici, ce pays vivait un peu refermé sur lui-même avec de fortes traditions. On garde encore des traditions, mais bon, ils ont la modernité et les traditions maintenant. Donc dans la deuxième partie du 19e siècle, dans ce qu'on appelle l'ère Meiji, il va donc y avoir une sorte de brassage entre le Japon et les pays occidentaux. Et comme ça s'est passé en Europe et aux États-Unis, c'est par la presse que le phénomène manga va petit à petit se développer. On va voir apparaître des petits strips, bandes de quelques cases, vous avez l'habitude maintenant de cette expression, caricaturistes ou satiriques dans les périodiques. Et il y a 2 Européens qui vont avoir une influence particulière sur ce style de publication. Il y a Charles Wirgman, Encore un Charles. encore un Charles, un dessinateur et caricaturiste anglais qui va créer en 1862 un journal, The Japan Punch, dans lequel il va publier plein de caricatures. Durant sa présence au Japon, il va enseigner à des artistes japonais les techniques du dessin et de la peinture occidentale. Et puis le français Bigot, Georges Ferdinand de son prénom. Il va lui aussi créer un peu plus tard, en 1887, une revue satirique qui s'appelle Tobae, et dans laquelle on va trouver les premières histoires dessinées. Il va également transmettre sa maîtrise du dessin et de l'aquarelle. Ce brassage culturel va mûrir lentement et poser les bases du manga. Alors, le premier véritable manga daterait de 1902. Il s'agit d'une BD humoristique publiée sur le journal Jiji Shinpo. Son auteur, Hakuton Kitazawa, avait illustré le thème de L'arroseur arrosé, le célèbre court-métrage français des frères Lumière. Ouais. Ah oui. Il y en a qui bravo. suivent. Bah oui. Je suis. C'est le, Oui. c'est le premier à réutiliser le terme de manga après Okusai. Après Okuzai. Voilà. Okusai. Merci pour Je la... crois qu'on n'a pas fini de déraper sur les noms. Oui, aussi, hein. surtout moi, oui. Enfin, dans les années 40, pendant la guerre, les autorités japonaises vont utiliser le manga pour la propagande. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le phénomène explose sous l'influence du comique américain, évidemment. En effet, les mangas représentent une forme d'évasion pour la population qui doit faire face à de grandes difficultés. Le talentueux dessinateur Osamu Tezuka, voilà, va fortement contribuer au boom du manga. Je crois qu'Olivier va nous en parler. C'est un peu comme le Walt Disney japonais. Certains considèrent d'ailleurs son œuvre, La Nouvelle Île au Trésor, publiée en 1947, comme le premier manga moderne. Mais il est surtout connu mondialement avec Astro Boy et Le Roi Léo, qui a inspiré Le Roi Lion de Disney. Grandement inspiré, je crois. Il me Ouais. semble. Semblerait. Beaucoup, oui. Alors, l'univers du manga se diversifie et le phénomène arrive à son apogée à la fin du XXe siècle grâce à une diffusion massive.
Voilà. Donc, il existe plusieurs types de mangas. Alors, le Kodomo manga, c'est une bande dessinée pour enfants. Ah oui. Voilà. Le shonen manga, qui s'adresse aux adolescents. Ah bah c'est plus pour nous. Pour moi, Voilà. Adolescent garçon. Oui, Le shonen. Oui. Oui, c'est plus pour moi. garçon. Voilà. Ah, avec Dragon Ball. Ah oui. Dragon Ball. Le shoujo manga, plutôt pour les filles. Et pour vous? Voilà. Non, pas trop. Non? Le- Ah non. Moi, je préfère les mangas de guerre. bah Ah voilà. non, mais Oh. tous les mangas sur la Seconde Guerre mondiale et tout. Ah, ouais. Ouais. Là, il y a vraiment des belles choses. Le Fantastique. seinen, je pense qu'on appelle, réservé aux étudiants ou jeunes adultes. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Oui. Le josei. Josei. Bon, féminine, version féminine du seinen. Voilà. Et enfin, le hentai. Oh pour là là. les interdits aux moins de 18 ans. Enfin, Ah vous ouais, voyez, moi, vous moi, voyez, j'ai toujours pas le droit de regarder. t'as toujours pas le droit. Non, Eh ben, non, voilà, toujours voilà. pas. Voilà, Comment? voilà. C'est pas trop mon truc. Non. ça. Non. Ah Non, bon bon. Olivier, il a l'air Oui. d'apprécier, lui. Un peu. Oh. Bon, alors, Faut bien Olivier, s'enseigner. Oui, ouais, tu vas nous parler, toi, de l'incontournable. oui. Tu m'as dit Osamu Voilà. Tezuka. Osamu Tezuka. Et oui, Attends. parce que, attention, hein, mesdames, dans cette chronique, je vais vous parler ni plus ni moins de manga no Kami-sama, c'est-à-dire le dieu du manga. Car c'est là le qualificatif que les Japonais lui ont attribué. Et dire que je n'ai que 5 minutes pour vous en parler. Ça va être un peu juste. Ah. Alors, qu'est-ce qui a pu faire que cet homme devienne une telle référence dans le monde du manga? Vous allez voir que c'est une suite de conjonctions. Alors, je dois quand même préciser qu'Osamu Tezuka n'est pas l'inventeur du manga, hein, puisque comme vous l'avez expliqué, Anne-Marie, dans les années 20-30, les mangas étaient déjà des petits formats de quelques cases, voire quelques planches publiées dans les journaux ou les revues. Pendant la guerre, bon voilà, ça s'est un petit peu calmé, ça a servi de propagande, et ensuite il y a eu le déversement de la culture américaine, les mangas, etc. Et c'est à peu près à cette période, à la sortie de la guerre, qu'Osamu Tezuka apparaît dans le paysage culturel japonais et va venir poser les bases du manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il va insuffler une modernité à la bande dessinée d'après-guerre en y modifiant les codes de narration, les cadrages, le rythme, etc. Mais revenons 94 ans en arrière. C'est dans les environs d'Osaka, le 3 novembre 1928, que naît Osamu Tezuka. Il grandit au sein d'une famille assez confortable financièrement et dans laquelle le père possède toute une collection de mangas de l'époque. Très vite, le jeune garçon va prendre un énorme plaisir à dessiner tout un tas de choses. Dans sa famille, on aime beaucoup ça, et à l'école, il va se faire une petite réputation en dessinant ses copains, ses copines, etc. Et ça va le décomplexer, et ça va lui donner confiance dans cette activité. Et alors, il va dessiner, et je crois qu'il va plus s'arrêter jusqu'à la fin de sa vie. Alors, et puis, toujours à cette époque, dans la ville de Takarazuka, où la famille Tezuka habite, il y a une compagnie de théâtre qui donne régulièrement des représentations auxquelles assiste le petit Osamu. Et de là va aussi germer l'envie de raconter des histoires. Oui, parce que pour lui, dessiner, c'est avant tout raconter des histoires. L'histoire passe avant le dessin. Et comme il l'expliquera plus tard, on ne peut devenir mangaka, c'est-à-dire auteur de manga, si on fait simplement du dessin. Il faut défendre ses points de vue dans ses bandes dessinées. Alors, un détail aussi qui a son importance toujours dans sa jeunesse, et c'est cette fameuse histoire de conjonction qui fait que, il faut préciser que dans la famille Tezuka, il y a un petit projecteur de cinéma. Et à l'époque, c'est pas courant. Et Osamu, hein, on l'appelle Osamu maintenant qu'on le connaît bien, a très vite baigné dans une sorte de culture cinématographique qui va avoir une forte influence sur son style et donc sur le style manga dans sa globalité. Alors il regarde Chaplin, Keaton, Disney, etc. Tout ça s'imprègne dans sa tête. Et on va naturellement retrouver dans son style des éléments de ses productions animées. Par exemple, le cadrage et le rythme cinématographique notamment. Jusqu'à cette époque, les auteurs de manga avaient l'habitude de cadrer les personnages en pied, en plan fixe. Osamu Tezuka va venir modifier ces cadrages. Les cases vont se déstructurer, les valeurs de plan vont changer d'une case à l'autre pour en modifier les points de vue et donner une impression d'action énergique. Il va faire des zooms qui vont presque crever la page, il ajoute des lignes de mouvement, de distorsion, il fait abondance d'onomatopées, il ajoute, vous savez, les fameuses gouttes de sueur là qu'on voit souvent dans les même les petites veines là qui imagent la tension et le stress des personnages. Il dessine forcément les grands yeux à des personnages, ça permet de faire d'afficher une émotion assez facilement et rapidement. Et ces grands yeux, l'histoire dit que c'est Bambi.
Ah oui. Regardez Bambi Oui, avec ses oui, grands oui, yeux qui avec lui a ses donné grands yeux. l'idée de faire ça avec ses personnages. Alors notre cher Osamu en 46, à 17 ans, très jeune, il se fait remarquer. Avec ses dessins, il obtient un emploi dans le Shokokumin Shinbun. Ah, t'es Ça, chouette. ouais. On le fera dire à Jean-Jacques tout à l'heure. Vous l'essayez, Non. Francine? Le Shokokumin Shinbun, dans lequel il publiera sa première œuvre en tant que professionnel, le journal de Mai-chan. Bon, il s'agit des aventures quotidiennes d'un petit garçon. Dans la foulée, en 47, il écrit La Nouvelle Île au Trésor. Et ça, c'est une bande dessinée qui va l'ouvrir au grand public et lancer véritablement sa carrière, puisque plus de 400 000 exemplaires seront vendus. C'est assez exceptionnel à l'époque parce que, d'une part, les mangas étaient souvent des histoires assez courtes, de quelques pages, et La Nouvelle Île au Trésor, elle fait plus de 190 pages. Et puis, la tendance aussi à l'après-guerre, c'était à la location de bandes dessinées. Et les lecteurs n'achetaient pas, mais ils louaient des mangas. Et là, La Nouvelle Île au Trésor, les gens se sont mis à acheter les bandes dessinées. Et ça a été un phénomène aussi assez nouveau. Voilà, il faut noter que nous sommes à cette époque à la fin de la guerre, et que le peuple japonais sort meurtri de ses années de privation, de douleur et du cauchemar atomique. Et Osamu va également vivre des choses épouvantables dans sa jeunesse. Ça va renforcer son penchant humaniste, et le manga, ça va lui donner l'occasion de transmettre ses questionnements sur l'utilité de la guerre, sur le manque de respect et sur les conséquences de ces avancées technologiques incontrôlées. Et ça, ce sont des éléments qu'on va retrouver dans toute son œuvre. Mhm. Alors, quand je dis toute son œuvre, c'est peu de le dire, parce que c'est une publication, une diffusion, une écriture phénoménale, Osamu Tezuka. Depuis le début de sa carrière jusqu'à sa mort en 1989, on estime, c'est pas moi qui ai compté, mais on estime que Osamu Tezuka a dessiné plus de 150 000 planches. Vous avez un autre C'est chiffre, énorme. non, à peu près? C'est ce qu'on dit, 150 000 planches et publié plus de 700 mangas. Et comme il avait un peu de temps libre en même temps, il a fait des études de médecine et c'est devenu le docteur Tezuka. Et puis en même temps, il s'est lancé dans l'animation en créant un studio qui réalisera plus de 70 séries animées. Il dormait Ça de temps en temps, le monsieur-là? Peut-être, ouais. Après, il faut dire quand même que dans les publications aussi à l'époque, une fois qu'il a eu un peu de notoriété, il y avait un studio. Il une travaillait équipe. en studio. Voilà, Il y a beaucoup de mangaka Oui, qui se sont ouais. formés auprès de Tezuka, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Il n'était pas toujours tout seul à dessiner tout ça. Mais enfin, quand même. Et puis, pour donner quelques exemples de séries particulières, il y a Metropolis en 49, Le Roi Léo dont vous avez parlé tout à l'heure, Anne-Marie en 50, Astro Boy. Ça aussi, c'est magnifique, Astro Boy. La vie de Bouddha en 72, Black Jack en 73, L'histoire des trois Adolphes en 83. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres et c'est très, très, très passionnant. Voilà donc une œuvre monumentale qui regroupe tous les genres, allant des histoires enfantines jusqu'aux récits historiques et même érotiques. Et ça me plaît beaucoup. On a cru comprendre. Ça y est. Ah, je plaisante. Et c'est vraiment, je vous conseille d'aller fouiner un petit peu. On retrouve beaucoup de ces bandes dessinées. C'est à découvrir pour comprendre toute la richesse du personnage et surtout pour passer au-delà de nos a priori sur les mangas. Ok, merci beaucoup Olivier. Donc voilà, on connaît les mangas papier et puis il y a eu des évolutions et maintenant il y a eu les versions animées avec des diffusions qui vont encore plus loin avec les publications sur Internet. Alors nous avons demandé à Mathilde de la librairie La Fabrique de Bar-le-Duc de nous dévoiler cet aspect un peu méconnu qui est très peu développé dans les BD franco-belges et les comics. Alors bonjour Mathilde. Bonjour. Alors dans l'émission là, que l'on traite aujourd'hui, on parle du manga, particulièrement le manga en mode album papier, mais je crois que la culture manga, elle s'exprime aussi sur beaucoup d'autres formes. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler ces différentes voies d'accès à cette culture ? Ouais, alors déjà la plus connue, celle que je pense tout le monde connaît, c'est l'animé ou anime. Donc c'est le manga, c'est le dessin animé d'animation japonaise. Donc c'est par ce biais-là en tout cas que le manga est arrivé en France en premier. On peut parler de Akira, des animes des studios Ghibli, Mon voisin Totoro, ce genre de choses. Donc et puis après il y a eu le Club Dorothée.
Donc voilà, c'est vraiment par l'anime que le manga est arrivé en France. Et puis surtout, je pense que c'est la plus connue. Quand on parle manga, je pense que les gens voient ce genre de choses. Ensuite, on peut parler du scan ou du scantrad, qui est le fait de justement lire des mangas sur Internet ou des planches. Donc ça peut être légal ou non, hein, d'ailleurs. Et en fait, voilà, donc c'est une autre forme de consommation du manga. Ensuite, on peut parler des réseaux sociaux et des conventions autour du manga, donc des groupes, des blogs sur Internet, qui peut être une approche aussi pour justement voir un petit peu les critiques, voir un petit peu les courants. Et puis aussi, enfin, on peut parler des conventions, comme par exemple à Nancy, il y a l'Animest tous les ans, qui permet aux fans de pouvoir se retrouver, de pouvoir se déguiser en leur héros préféré, tout ça. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup d'approches. Ce qui change aujourd'hui, c'est que vraiment beaucoup de choses se font sur Internet et le manga se consomme aussi beaucoup sur Internet. Oui, voilà, hein, c'est quelque chose qui est particulier et un peu différent par rapport aux autres styles de bande dessinée. Vous parliez là tout à l'heure de Scantrad. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors en fait le scantrad, donc quand on entend scan, on entend quand même souvent le côté illégal. Donc en fait c'est des gens qui traduisent des mangas. En général c'est de la traduction amateur, donc qui peut être bonne ou pas. Hein. D'ailleurs il y a des gens, il y a des gens qui traduisent très bien, qui n'ont pas envie d'en faire leur métier par exemple, et donc qui les mettent sur des sites pour que les gens puissent lire les mangas. Donc c'est vraiment traduire un manga ou traduire juste un chapitre ou traduire juste un moment d'un manga pour pouvoir le publier sur Internet pour que les gens puissent le lire. Et donc ça, ce sont des choses plus ou moins légales, comme vous dites. Ouais, c'est ça. Pour pallier à ça, il y a les maisons d'édition qui ont fait leur chemin et qui ont fait des choses plutôt bien. On peut parler par exemple de manga.io qui est une application et aussi un site internet qui permet justement de lire des mangas entièrement en partenariat avec les éditeurs. Par exemple, dessus il y a les éditions Akata, les éditions Kana qui va rejoindre à la fin du mois le catalogue. On a Kiyun, on a Mao, et puis tout pour le prix d'un manga 6,90 par mois. Donc c'est quand même assez dérisoire, je trouve. Et là, du coup, c'est tout à fait légal. Et puis aussi, on a Manga Plus, là, qui est fait par la Shueisha. Donc Shueisha, c'est le plus gros éditeur de manga au Japon, qui a les plus gros One Piece, Jujutsu Kaisen, etc. Et en fait, dessus, on a les chapitres qui sortent toutes les semaines, comme au Japon, avec la traduction légale et officielle. Par contre dessus donc c'est gratuit, mais par contre dessus vous avez je crois les 5 ou les 10 premiers chapitres, vous n'avez pas l'intermédiaire et vous avez les derniers chapitres qui sortent. Donc faut quand même être un petit peu à jour, mais si vous voulez découvrir une série, c'est quand même pas trop mal quoi. Et puis le fait que ce soit gratuit, on va pas cracher dessus quoi. C'est quand même plutôt pas mal aussi. Eh ben très bien. Bah écoutez, là, Mathilde, je crois qu'on en sait beaucoup plus maintenant sur cette littérature sur écran, sur cette nouvelle façon de consommer la bande dessinée. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Merci. Francine, on va passer avec vous du soleil levant au pays du matin calme, avec une magnifique publication coréenne. Et oui, moi je vais franchir les frontières parce que c'est vrai que souvent on regroupe sous le nom de manga toute la BD asiatique. Or, il n'y a pas que le Japon, il y a aussi la Corée, voire la Chine, etc. Donc on va commencer par la Corée où le manga ne s'appelle pas le manga mais le manhwa. Voilà. Et avec un album qui moi m'a énormément touché qui s'appelle L'attente. Alors L'attente, c'est une BD donc de Keum-suk Jandri Kim. Dans cette BD, L'attente, une famille coréenne brisée par la partition du pays, parue aux éditions Futuropolis, la mangaka Keum-sudri Janggi Kim pose la question de la séparation des familles et surfant sur les époques, prête sa voix à Gina qui va nous conter l'histoire de sa mère Guja. L'attente est un superbe récit, ô combien poignant, conjuguant histoire avec un grand H, tragédie familiale et chronique de la vie quotidienne actuelle.
Nous sommes en 2020 dans l'île de Gagwa, située à l'ouest de la Corée du Sud, non loin de la frontière de la Corée du Nord. Cette histoire à deux voix commence de nos jours par une séparation, celle d'une mère et d'une fille. Suite à des problèmes de loyer, Gina, romancière depuis une vingtaine d'années, décide de quitter Séoul et va s'installer à la campagne. Elle se sent coupable d'abandonner sa mère, Guja, âgée de 92 ans dans la capitale, coupable également de ne pas avoir tenu sa promesse de l'aider à retrouver son fils. Cette séparation fait écho à deux autres, l'une familiale également, mais autrement plus dramatique, et l'autre, celle d'un pays, qui, après avoir été sous le joug du Japon de 1910 à 1945, fut scindé en deux à l'issue de la guerre fratricide qui opposa de 1950 à 1953 les forces de la Corée du Nord soutenues par l'URSS et la Chine et celles de la Corée du Sud soutenues par les Américains. Après cette petite parenthèse historique, retournons à Séoul 2 ans plus tôt, en 2018. Rentrant chez elle après avoir rencontré une amie qui, contrairement à elle, a eu la chance d'avoir été tirée au sort pour participer à ce qui va être la 21e réunion des familles séparées lors de la partition, Guja croise un enfant rappelant à lui son chien Chaussette. Chaussette. Et nous voilà partis pour un nouveau flashback. Nous ne sommes plus à Séoul en 2018, mais à Kamsan en 1937 et retrouvons Guja sous les traits d'une fillette enjouée à la recherche de son chien. Et cette fois, c'est la mère qui raconte son enfance sous l'occupation japonaise, son mariage très jeune afin d'échapper aux prédateurs nippons, quelques trop courts moments de bonheur avec la naissance de ses 2 enfants avant que, suite à l'offensive des troupes communistes du Nord, la famille ne se voit contrainte à prendre la route de l'exode vers le sud pour fuir les combats jusqu'à ce que l'irréparable n'arrive et que, avec tout bagage sa fille de quelques mois sur le dos, elle ne se trouve séparée de son mari et de son fils, alors âgé de 4 ans. Plus tard, elle refera sa vie, et de cette nouvelle union naîtra Gina, mais toujours demeureront au fond d'elle le manque, l'espoir, l'attente. Ce récit à large connotation autobiographique est une fiction, qui s'appuie cependant sur des faits et témoignages bien réels, ceux de la propre mère de la Manwaga, séparée de sa sœur aînée qu'elle n'a jamais revue, et d'un homme et d'une femme ayant bénéficié du programme de réunion des familles en 2018. Âgée de 23 ans, l'autrice sud-coréenne qui pratique le dessin depuis l'âge de 12 ans a quitté la Corée pour la France où elle a séjourné pendant 17 ans avant de rejoindre sa terre natale en 2011. L'Attente n'est pas le premier album consacré à l'histoire de son pays. Auparavant, elle avait déjà publié aux éditions Sarbacane 2 albums dans lesquels elle évoquait l'exode rural de sa famille dans les années 1970 et les désillusions qui s'ensuivirent à travers le récit autobiographique Le chant de mon père. Puis un événement tragique lors du retrait des troupes américaines en 1948 par le biais de l'adaptation du film Giselle. Elle s'est penchée ensuite sur le sort dramatique des femmes de réconfort à travers le destin de Lee Ok-sun, esclave sexuelle de l'armée japonaise dans les mauvaises herbes, paru chez Delcourt en 2018, un album multiprimé qui connut un succès international, et enfin sur la vie quotidienne pendant la guerre de Corée à travers l'adaptation du roman inspiré d'une histoire vraie de Park Hwan-seo, L'arbre nu, édité chez les Arènes BD en 2020. Quel que soit le genre abordé, autobiographie, adaptation de films ou de romans, témoignages, docu-fiction, c'est criant de vérité. Keum-sung Jandri Kim fait preuve d'une construction rigoureuse du récit, d'une remarquable maîtrise de la narration, donnant vie à ses personnages et nous fait vibrer au rythme de leurs émotions, sans jamais tomber dans le pathos. Contrairement aux Coréens friands de webtoons, alors les webtoons, comme leur nom l'indique, sont les manhwas publiés en ligne, destinés à être lus sur smartphone, donc avec une mise en page verticale, avec des filements qui nécessitent un découpage adapté. Elle préfère le roman graphique, où elle fait des merveilles grâce à l'usage du pinceau et du méok, l'encre traditionnelle coréenne. Son trait, d'une extrême élégance, s'épaissit, se tord, envahit la page de sa noirceur lors des épisodes tragiques. Et puis, il y a sa sens du découpage et du cadrage qui épouse le propos du récit à la perfection. Les arbres et paysages de toute beauté qui tirent leur source d'inspiration de l'art traditionnel coréen, les cadrages sur les jambes lors de l'exode, sur les mains lors des rencontres et les gros plans pleine plage sur les visages juste avant la séparation. C'est absolument sublime. Il y avait urgence. Les derniers témoins de cette tragédie sont aujourd'hui âgés et d'ici quelques années auront entièrement disparu. Cette histoire à la narration subtile et à la mise en place images superbes leur rend justice ainsi qu'à toutes les tigresses sédentées de par le monde.
L'album a été couronné du prix BDGS du meilleur manga 2021. Ai-je besoin de préciser que j'avais voté pour lui? Merci beaucoup Francine, ça donne vraiment très très envie de lire. Eh bien maintenant on va passer la parole à Charles. Il paraît Charles que tu as eu des soucis avec tes yeux? J'ai mal aux yeux, oui. Pour préparer l'émission, j'ai regardé les chaînes manga sur le téléccâble, alors là... j'ai de grands mérites. Hein. Bien. Alors, je vais vous causer du dessin de manga. Alors, les mangas, c'est quoi? Alors, il s'agit de bandes dessinées japonaises, au départ, en noir et blanc, répondant à des codes graphiques particuliers. À l'instar des scènes représentées dans les peintures de l'ancienne Égypte, où tous les personnages se déplaçaient de profil avec les épaules vues de face, les personnages des mangas présentent quelques particularités anatomiques. La taille des yeux est considérablement augmentée, pouvant atteindre dans quelques séries une bonne moitié du visage. Un parti pris pour certainement faciliter la représentation des expressions de personnages dont la taille en hauteur ne correspond plus du tout au modèle de la vie courante. Ces codes graphiques font l'objet d'une abondante documentation afin de permettre aux amateurs du genre de se lancer dans la réalisation de leur propre manga. Voilà. Alors, il existe même une société pour l'étude des techniques manga qui publie notamment chez Erol toute une série de publications pour maîtriser cette forme de BD. Outre les codes graphiques particuliers, les BD manga diffèrent des productions occidentales et des comic strips par le découpage du scénario. Pour une BD manga, l'histoire se déroule généralement en plusieurs volumes, soit 1 millier de pages pour un roman. Par exemple, si nous avons à mettre en image le texte suivant, Jean-Jacques se décida d'entrer dans un bistrot. L'action pourrait être représentée en 3 cases dans un comic strip. Première case, Jean-Jacques marche dans la rue. Deuxième case, Jean-Jacques regarde l'enseigne d'un bar. Troisième case, Jean-Jacques entre dans un bar. Dans un manga, l'action pourrait plutôt se découper ainsi. Première case, plan d'ensemble. Une voiture arrive au fond d'une rue. Deuxième case, même cadrage, la voiture se rapproche, elle est au milieu de la rue. Troisième case, vue en plongée de la rue, où est mis en valeur l'espace où serait effectué le créneau pour garer l'auto. Suivent 3 cases, dont une en contre-plongée pour dessiner la manœuvre du créneau. La descente du véhicule, la fermeture des portes, la traversée de la rue nécessite 10 cases. Nous arrivons enfin à case 18, où Jean-Jacques rentre dans le bar. Il s'en suivra bien sûr un contre-champ, où sera décrite l'action de notre héros qui se dirige vers le comptoir. Voilà donc une action décrite en 3 cases sur nos BD traditionnelle, montée en 3 pages à la sauce manga. Et encore, ça, c'est une science-fiction, ça. Parce que Jean-Jacques fait pas de créneau. On retrouve là toutes les techniques narratives propres aux romans feuilletons qui ont agrémenté la presse populaire au siècle dernier et qui, néanmoins, si l'on évoque Balzac, Alexandre Dumas, Pierre-Alexis Ponson du Terrail et tant d'autres, nous ont laissé pas mal de chefs-d'œuvre. Il en est de même pour les mangas. Ce sont des romans feuilletons paraissant quotidiennement dans des magazines qui ne sont pas destinés à être conservés. Une fois lu, le magazine est jeté ou abandonné dans le bus ou le métro et pourra être lu par quelqu'un d'autre. Les séries qui ont le plus de succès sont adaptées en films d'animation. Mais l'inverse est tout aussi possible. Ainsi, Goldorak, une série originale de 74 épisodes de 24 minutes, réalisée et produite en 1975 par Toei Doga, a été adapté en de nombreuses versions BD, dont une récente, créée par les Français Xavier Dorisson, Denis Bergam, Alexis Santenac, Brice Cossu et Yann Guillot, sortie le 15 octobre 2021, dont Olivier nous a informé dans une précédente émission. On s'en souvient. On s'en souvient. Tu nous as parlé de Goldorak. Oui, oui. Les adaptations BD peuvent également dériver de jeux vidéo. Le phénoménal Pokémon, créé par Satoshi Tajiri, 250 millions d'exemplaires vendus par Nintendo, a évidemment été décliné dans une multitude d'adaptations BD et séries animées. Les chiffres de production atteints par ces séries donnent le vertige. Naruto, d'abord écrit et dessiné par Masaki Kashimoto, puis adapté en film d'animation, s'est écoulé rien qu'au Japon à plus de 71 millions d'exemplaires. La série, traduite en 99 langues, a réussi ici à dépasser Tintin et Astérix avec 14 millions de volumes vendus. C'est énorme. Ouais. Mais il y a toujours plus haut, plus grand, plus fort. One Piece de Eiichiro Oda, ayant été reconnu comme le manga le plus vendu au monde, est entré dans le Guinness des records. Le tirage total des tomes de One Piece s'élevait à 490 millions d'exemplaires en juillet 21.
avec 400 millions d'exemplaires au Japon et 90 millions d'exemplaires dans le reste du monde. En France, la série s'est vendue depuis sa sortie à 28 millions d'exemplaires, un record de vente qui a fait le bonheur des éditions Glénat. Alors, évidemment, cette forme de BD commerciale suscite des réactions chez de nombreux détracteurs. Certains n'hésitent pas à qualifier ces productions de japonaiserie. D'ailleurs, pour préparer cette rubrique, je me suis infligé quelques heures de visualisation sur la chaîne Manga diffusée sur le câble, et je dois reconnaître que ce qualificatif m'a paru justifié. Tout n'est pas de qualité, voilà. Il faut trier. Mais, à côté de ces mangas d'abattage, il existe des mangas de créateurs de très grande qualité, dont un des plus illustres représentants est le Vosgien Frédéric Boilet, initiateur de la nouvelle vague manga, un nouveau genre qui fusionne BD européenne, comic strip et manga, un vaste programme qui fera à lui seul l'objet d'une de nos prochaines chroniques. Merci Charles. Voilà. Merci Charles. Ça m'a fait mal aux yeux, votre truc, vraiment. C'est vrai, mais en fait, nous, ça nous a fait pas mal, mais surtout plaisir aux oreilles de vous écouter. Plaisir aux oreilles, voilà. Oui, c'est ça. Et on enchaîne tout de suite avec Francine, de nouveau, qui nous présente une petite pépite taïwanaise cette fois-ci. Et oui, après le manhwa avec un W coréen, on va aller faire un petit tour du côté du manhwa avec un U, cette fois-ci chinois, et plus précisément taïwanais. Eh non, avec Room, l'album d'une jeune autrice, Lo Yin-chi, paru en septembre dernier aux éditions H, petite structure française dont le but est de promouvoir les jeunes talents de la BD asiatique. Alors pour commencer, voilà comment j'ai déniché ce petit bijou. Je suis tombée par hasard sur sa sublime couverture au ton sépia et c'est peu dire qu'elle m'a intriguée. On y voit un jeune homme ou un homme jeune, c'est selon, au regard empli d'une profonde tristesse dont le buste semble surgir des fumées de la ville, un peu comme le génie de la lampe d'Aladin, si vous voyez ce que je veux dire. Des volutes de fumée s'échappent de sa cigarette et le mot « Room » écrit à l'emporte-pièce dans un rectangle blanc barre verticalement sa poitrine. Alors, après quelques clics sur le net, je suis tombée sur quelques planches et le résumé de l'éditeur. Il était à ce moment-là pas disponible, ou alors uniquement sur commande chez mon libraire préféré. Alors, pour 10 €, je n'allais pas m'en priver. Sans même l'avoir feuilleté, je l'ai donc commandé et je n'ai pas été déçue. Cela a été une des plus belles découvertes de l'an dernier. Alors Anne-Marie, elle disait quoi cette présentation de l'éditeur ? Alors elle disait « La vie n'est qu'un cortège de boîtes. Nous allons sans cesse de l'une à l'autre. Les affaires qui nous définissent voyagent de carton en carton, au fil des déménagements. Nous alternons entre le bureau et l'appartement. Nous allons d'ascenseur en ascenseur. En route vers diverses destinations, nous cheminons de pièce en pièce, ouvrant des portes, les refermant, suivant notre propre trajectoire. » Alors, Room s'ouvre sur un déménagement et s'achèvera sur un autre. Entre les deux, eh bien oui, il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. 5 exactement. Pour 5 récits qui nous font pénétrer dans le quotidien de 5 jeunes adultes. Une serveuse, un tatoueur, un coiffeur, une photographe et un professeur, avec en toile de fond une grande ville anonyme. Qu'ont-ils en commun ? Chacun mène une existence monotone, seul dans son petit chez lui, dans sa boîte. Puis un événement inattendu va le faire sortir de cette boîte. Si ces 5 récits peuvent être lus séparément, ils sont néanmoins reliés entre eux. Il suffit de la fumée d'une cigarette, de son odeur, d'une photo, de regards qui nous font évoluer d'un endroit à un autre pour établir une connexion avec la ville et avec l'autre. Pas gai tout ça, me direz-vous. Alors c'est sûr que si vous avez envie d'une BD feel good, c'est vraiment pas Room qu'il faut choisir. Tout n'est pas noir, cependant. La bienveillance d'un inconnu, un petit mot laissé sur un balcon peuvent aider à avancer. Structure narrative, découpage, cadrage, tout était extrêmement maîtrisé. Le texte mis en valeur par la beauté de la langue est réduit à l'essentiel et d'autant plus percutant. Tout est dans l'ellipse, les non-dits qui ouvrent à la réflexion et font écho à nos propres conceptions liées à des questions existentielles telles la mort d'un proche, la difficulté de laisser une trace durable de son existence, la maladie, la peur de l'échec. La composition graphique, quant à elle, est sublimée par le grand format de l'album. Le dessin, un crayonné charbonneux noir et blanc d'une grande virtuosité, témoigne d'une grande sensibilité et souligne la tristesse des personnages en s'attardant sur leur visage. Pour terminer, je signalerai que l'album a reçu plusieurs prix en Asie, dont la médaille d'argent au Japan International Manga Award en 2015. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à plonger dans Room qui bénéficie, cerise sur le gâteau, d'une très belle édition enrichie de nombreux suppléments, dont préface, postface et divers documents liés au travail de création et d'édition.
une pépite à ne pas rater. Eh ben, on va essayer de ne pas la rater. Merci Francine. Merci. Eh bien, maintenant, on va passer à Françoise. Et Françoise qui va nous parler des femmes et des sorcières dans les mangas. Oui, moi j'aime bien les femmes et les sorcières. Moi aussi. J'ai déjà dit. Alors moi j'étais obligée de faire des recherches parce que le manga c'est pas ma tasse de thé et je suis tombée sur l'Éden des sorcières. Le titre, dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Et en sous-titre, j'ai lu un manga. Donc l'Éden des sorcières, tome 1 2021, tome 2 2022, le tome 3 2023, j'imagine. Ah oui. Voilà. Excuse-moi, j'ai pas suivi. Ouais, non mais c'est pas grave. Alors celui qui écrit, c'est Yumeji, je sais pas comment ça se prononce, qui est une japonaise, c'est une femme, qui est fascinée par les contes, les légendes, les créatures hybrides et les monstres. Il y en a beaucoup dans la culture japonaise de toute façon. Elle a fait des études de manga. Moi, je savais pas que ça existait, les études de manga. En même temps, c'était au Japon. Elle était assistante de plusieurs auteurs, ça lui a pas plu, elle a été puéricultrice, et elle a retrouvé l'envie de dessiner avec un concept que je connaissais pas, ça s'appelle Pretty Cure. Alors Pretty Cure, c'est une franchise japonaise qui met en scène des adolescentes qui reçoivent des objets spéciaux leur permettant de se transformer en guerrières légendaires pour lutter contre le mal. Voilà. Donc on était là-dedans. Pour dire, le 11e film qui a été fait par Pretty Cure a été dans le Guinness des Books, dans le Guinness Book, pardon, pas la bière, je sais pas ce que j'ai dit, pour le plus grand nombre de guerrières magiques dans un film d'animation japonaise. Alors donc, mon sous-titre, je reprends, j'ai lu un manga. Ou plutôt, j'ai lu des mangas. Enfin, c'est encore une aventure contemporaine et personnelle avec la BD, parce que dans ma génération, moi je suis un peu plus vieille que vous là, manga c'était pour moi un personnage que je citerai pas, ça commence par Naru, ça finit par To, si jamais je peux vous donner des indices. J'avais essayé donc sur conseil de mon fils de lire ça, mais alors c'était pas possible quoi, c'était trop, enfin je trouvais ça moche, ça m'intéressait pas du tout. Et puis là Jean-Jacques nous annonce avec toute sa force persuasive, émission sur les mangas. Bon, quand faut y aller, on y va. Lequel jusqu'à la lie, je vous fais pas le proverbe. Donc, j'ai cherché sur un thème qui m'est cher. Vous le constaterez, ça au fil du temps. Les femmes, leur pouvoir, les sorcières. Donc, un titre avec les sorcières, dedans. L'Éden des sorcières, il fallait le lire absolument. Donc, j'y suis allée. J'ai lu, donc, un manga. Ça m'a épaté quand même. Déjà, j'aime bien. Les images sont, alors ça paraît idiot, mais esthétiquement, je trouve que c'est très beau. Les images sont ordonnées. Les visages sont pas déformé, il n'y a pas de bouche hurlante comme dans le manga que je citais un petit peu avant là. Alors, il faut quand même se faire à la lecture parce qu'on commence par la dernière page pour arriver à la première. Ça va, c'est facile. Mais après, il faut lire les planches de droite à gauche et les textes de droite à gauche. Enfin, voilà. Donc, il y a des fois, je me suis pris un peu les pieds dans le tapis, mais à chaque fois, je m'en suis sortie quand même. On y arrive. Alors, l'histoire, c'est vraiment de la fiction. Un monde de paix, de respect, d'amour, jusqu'à l'apparition du grand pervertisseur. C'est comme ça qu'il le baptise. Non, je vous fais le dessin. L'homme, évidemment. Très science-fiction, il n'y a pas de détails. Donc tout a été détruit, sauf il y a des oasis où se trouvent des sorcières, dont une apprentie sorcière, c'est donc elle qui est là, et qui s'appelle Pili, et qui aimerait bien être sorcière, elle a 15 ans, donc c'est le concept des héroïnes dont je vous ai parlé là. Elle voudrait être une bonne sorcière, elle apprend, sa grand-mère l'aide, et c'est un peu compliqué. Mais c'est le début d'une quête, elle est obligée de partir à un moment parce qu'il y a un méchant qui veut... le pouvoir, il y a toujours un méchant, c'est forcément un homme. Un homme, oui, forcément. Voilà. Non, mais voilà, avec les sorcières tout le temps. Il y a quand même des mauvaises sorcières. Hein. Non, mais oui, mais là, c'est une sorcière gentille, voilà. Et c'est donc le début d'une quête et d'une initiation, parce qu'elle aimerait bien retrouver ce monde d'antan, de communication avec les végétaux, les animaux, d'harmonie. Elle a comme guide un loup hybride, alors mi-loup, mi-végétal, je sais pas si c'est filmé aujourd'hui, mais alors il est de toute beauté, il est fleuri mais puissant, il est magnifique. On voit que c'est un loup qui fait peur, mais en même temps, il est fleuri. Et il y a des fleurs en plus qui les cachent en cas de danger, c'est magnifique. Alors les pouvoirs magiques sont là, on les voit apparaître au fur et à mesure de la série. La sorcellerie imprègne le livre, d'ailleurs la preuve que la sorcellerie est là. On y brûle des femmes, ça c'est normal. On en livre à la capitale contre des récompenses. Il faut savoir, et ça c'est pas historique, le corps social se consolide toujours en cas de faiblesse sur le dos des femmes. Les tondus, les sorcières, ça voilà. Les hommes tombent des nues, voilà, c'est comme ça. Je vais mal finir cette rubrique. T'es coincé. Je me sens un peu seul. Non, mais t'as jamais brûlé personne, ça va aller. Donc je reprends, j'ai lu un manga, l'Éden des sorcières. Alors, les dessins sont fins, les visages, à mon avis, d'européennes, effectivement, sont assez stylisés. Je trouve que c'est très joli, c'est très doux. Le loup est somptueux à chaque apparition. Les sorcières, donc, c'est celles qui veulent faire refleurir le monde.
communiquer avec les végétaux, c'est un conte dans lequel on se plonge vraiment avec délice. Moi, j'ai trouvé ça plaisant. Alors, je sais pas trop quoi dire pour vous donner l'envie de se lire. Il est encore pas en médiathèque, je l'avais cherché comme ça. Si comme moi, vous avez aimé les dessins de Comès comme Silence ou Belette, c'est un peu cette même inspiration sur les planches en noir et blanc avec ce côté mystique et puis aérien et puis je vais pas dire de silence parce qu'il y a pas trop de silence. Et bon, là, vraiment, là, j'ai fondu. Donc, pour moi, finalement, j'ai lu un manga et même mieux, j'en ai acheté 2 et je les ai lus. Donc ça s'appelle L'Éden des sorcières. Super. Je vois que tu es tombée amoureuse d'un loup fleuri, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Ça donne envie de le lire. Eh ben allez-y, merci. Puis je l'ai acheté aussi. Merci à vous. Voilà. Merci. Et bien maintenant, on va passer à la série les one-shots de Mirko, de la parenthèse. Cette fois-ci, Mirko, on fait appel à toi pour une émission spéciale manga. Et moi, j'aimerais bien connaître un peu les grands maîtres du manga et un peu de quoi ils parlent. Pour moi, l'un des auteurs les plus importants du manga, c'est Katsuhiro Otomo avec Akira, premier manga arrivé en France. Oui. C'est un manga de science-fiction brutal qui dénonce un récit de science-fiction et qui a influencé des générations d'auteurs de SF, que ce soit japonais, évidemment, mais aussi français. Voilà, les auteurs qui ont mon âge, qui ont entre 30 et 40 ans, ils ont clairement grandi avec ça, grandi avec des auteurs japonais. Donc pour moi, voilà, en premier lieu, c'est Katsuhiro Otomo avec Akira. Après, celui-là on le connaît beaucoup, c'est Naoki Urasawa, considéré comme un maître au Japon, un peu une rockstar aussi. N'empêche que c'est un génie. Pour découvrir un peu son œuvre, il y a Pluto, qui est un récit aussi de science-fiction, qui s'inspire justement du personnage d'Astro Boy créé par Osamu Tezuka. Là, on en fait un polar. On est dans une société futuriste. L'intelligence artificielle s'est tellement développée que ce sont devenus des membres de la société civile. Et quelqu'un, on sait pas trop, détruit des robots les plus puissants. Mais il se trouve que parmi ces victimes, il y a aussi un être humain. Donc qu'est-ce qui est assez puissant pour pouvoir détruire des robots et en même temps un humain? Donc voilà, on va commencer à suivre un enquêteur. C'est haletant, c'est formidable, c'est terriblement bien écrit et voilà, et c'est une petite série en 8 volumes. Un autre auteur pareil, qu'on pourrait classer dans la bande dessinée indépendante japonaise, et encore que, c'est Taiyu Matsumoto. Là, je vous ai présenté Amer Béton, l'histoire de 2 gosses, toujours un peu dans un récit futuriste. Ces 2 gosses de rue essaient de survivre dans un quartier très difficile, beaucoup de corruption, beaucoup de violence, et ils vont défendre, ni plus ni moins, leur quartier contre une bande de yakuza qui veulent. Là, l'intérêt de Taiyu Matsumoto, c'est par son genre graphique, qui s'éloigne un peu des canons traditionnels du shonen et du manga moderne. C'est quelqu'un, il a commencé dans les années 90, donc c'est un peu les dernières générations de dessinateurs. Donc voilà, pour moi, il compte parmi les grands dessinateurs de la BD japonaise. Un autre auteur, Minetaro Mochizuki, on retrouve l'essentiel de sa bibliographie au Lézard Noir. Il a eu le prix de la meilleure série à Angoulême il y a 5 ans pour Shihisa Kobe. L'histoire d'un type qui va se retrouver, qui va hériter de menuiserie familiale, alors qu'il n'avait pas du tout envie de faire ça. Et donc ça va être son histoire de ce type à reprendre des responsabilités qu'il n'avait pas envie, et de son histoire de vie, de rencontre, d'amour, enfin, voilà. Ça reste un peu comme Taniguchi, les grands récits de Taniguchi, un peu contemplatifs, un peu doux. Il y a pas ou peu d'action, mais voilà, c'est l'autre penchant aussi de cette société japonaise, cette dimension zen. Et puis enfin, moi je vais parler de la cantine de minuit de Garo Abe. C'est des instantanés, comme ça, de groupes de gens qui se retrouvent dans un restaurant qui n'est ouvert que la nuit. Et le soir, toute cette galerie de personnages passe. Ça peut être des yakuza, ça peut être des gens du show business qui viennent de finir, ça peut être des salaryman qui viennent. Dans cette gargote, des gens complètement opposés
vont se rencontrer justement dans ce oui. Voilà, je parlais de Salaryman, et il y a une aventure où justement il y a aussi un travesti qui vient et en même temps que des Salaryman. Donc il y a des histoires d'amitié qui se font. Il y a des gens qui se donnaient rendez-vous, qui se rencontraient, qui se voyaient que là et qui alors c'est pas une histoire d'amour mais d'amitié sincère, de rencontres un peu, de rendez-vous comme ça qui se collaient, et c'est toujours très intéressant et c'est toujours très délicat. C'est ça aussi qu'on retrouve beaucoup aussi dans les récits, dans les mangas. Il peut y avoir, et moi je les aime beaucoup, des histoires de mecs qui se tapent dessus et en même temps des récits extrêmement humains, extrêmement délicats, très poétiques aussi. Et je crois que c'est ça qui fait l'une des forces du manga. Eh bien, merci Mirko. Et on va lire tout ça. À bientôt. À bientôt. Et bien voilà. Oui, on va le lire, non? Oui, on va tout lire. On va tout lire. On va tout lire, parce que Mirko est excellent. Toujours. Eh bien, maintenant, on va passer à la conclusion. Alors moi, je propose déjà de remercier tous nos intervenants et surtout nos chroniqueurs qui ont fait un effort surhumain pour lire du manga, regarder du manga sur le câble. Enfin bref, ils ont fait un travail énorme. Oui, parce que même si Jean-Jacques n'est pas intervenu, il a quand même bien bossé. Il a quand même travaillé. Oui. Et il a été... bon voilà, on l'a laissé un peu au repos quand même, mais il a voulu savoir de quoi on parlait. Oui, ça lui fait pas de mal d'être un peu au repos des fois, de temps en temps. En tout cas, moi j'ai découvert un univers un peu inconnu, mais avec beaucoup de choses merveilleuses qui dépassent un peu les clichés qu'on a. Voilà, c'est ça qui était bien de rechercher. Oui, parce que c'est vrai que moi j'étais un peu arrêtée à l'époque où mes enfants regardaient le Club Dorothée et tout ça, et c'est vrai que j'étais un peu du côté des gens qui appréciaient pas trop. Et en fait, en redécouvrant les mangas et ce qui s'y fait, il y a quand même des trucs très très bien à voir. Oui, puis il y a des auteurs magnifiques, il y a des histoires magnifiques. On n'est pas que dans la baston, on n'est pas que dans les histoires d'amour un petit peu à l'eau de rose. On est sur des histoires très profondes avec de la psychologie, avec des caractères très forts, quoi. Donc on ne saurait trop que vous conseiller, auditrices et auditeurs, d'aller, et de passer outre ces a priori. On vous mettra tout ça sur la page Facebook. Oui. Je tiens à remercier aussi Louis qui nous a aidé à préparer la rubrique histoire du manga. Donc, merci. Et merci à Jean-Luc pour la technique. Un grand merci à Jean-Luc. Merci beaucoup. Et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org